Spécial, bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Dans quelques instants, François Hollande, le président de la République, va donner le coup d'envoi de la deuxième grande conférence sociale du quinquennat. Une conférence sociale qui réunit aujourd'hui et demain au Palais d'Iéna à Paris les représentants du patronat et des syndicats. Le président de la République qui est arrivé ce matin au Palais d'Iéna dès 8h30, vous le voyez sur ces images, et depuis maintenant 3 heures, donc, il s'entretient avec les chefs de file des 5 organisations syndicales, la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CFE-CGC, ainsi que les représentants des 3 organisations patronales, le MEDEF, la CGPME et l'UPA, toutes ces organisations qui participent donc à cette conférence sociale. Et sur ce plateau, avec moi pour cette édition spéciale, Michael Zamès. Bonjour Michael. Et Jean-Louis Gombaud, notre spécialiste économique. Alors Michael et Jean-Louis, cette deuxième conférence sociale du quinquennat, c'est la marque de fabrique de François Hollande, la méthode Hollande, Michael, basée sur le dialogue social. Oui, le dialogue social, en tout cas, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le disent ou non, et qu'il ait un petit peu honte à le dire de temps en temps, c'est bien, la méthode sociale démocrate qui est née des années 80-83 après le tournant de la rigueur. Social-démocrate aussi avec cette méthode un peu nordique, cette façon de rassembler autour de la table tous les syndicats. C'est la méthode qu'a choisie François Hollande depuis un an. Succès de l'année dernière, alors succès mitigé, on verra après dans le bilan, surtout un succès l'an dernier parce que c'était une sorte d'euphorie qui était née après l'élection de François Hollande. Cette année c'est bien différent parce que le contexte économique est différent et que les syndicats n'auront pas totalement cette envie, cette euphorie qu'il y avait pu avoir l'année dernière. Alors effectivement c'est ce grand totem de cette grande conférence sociale et Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a dit ce matin qu'il fallait qu'il y ait un dialogue social constructif, mais ce ne sera pas forcément évident. Alors, Michael l'a dit, Jean-Louis, il y a quelques instants. Il y a un an, c'était l'euphorie. Cette année, le climat est beaucoup plus tendu. Est-ce que dans un contexte de crise économique, cette méthode du dialogue social est encore valable? Alors, d'abord, effectivement, depuis en un an, la situation sociale et économique en France s'est dégradée. Alors d'abord, à l'époque, en juillet dernier, Hollande apparaît comme un homme neuf, c'est un homme neuf. Et M. Sarkozy n'a pas laissé un bon souvenir sur la question du dialogue social. Rappelez-vous ce qu'il disait sur les corps intermédiaires. C'était pas trop sa tasse de thé, comme on dit. Et François Hollande, donc, il est en position. On attend qu'est-ce que va dire le président. Et la première conférence sociale, on peut dire que c'était quand même un succès, puisqu'il en est sorti un texte sur la flexibilité du travail qu'a transcrit qu'on transcrit les deux assemblées, Sénat et l'Assemblée nationale, dans une loi qui est maintenant en mesure de s'appliquer. Donc c'était quand même quelque chose d'important. C'était la première fois qu'un tel processus se dégageait. Et voilà donc cette deuxième conférence sociale avec une situation économique qui s'est quand même donc dégradée. Vous comptez 340 000 chômeurs de plus. Vous avez une croissance qui est absolument atone. Et à partir de là, effectivement, M. Hollande n'apparaît plus tellement comme un homme neuf. Il est là depuis un an. Est-ce que la méthode est toujours la bonne? Oui, elle est toujours la bonne. Et en tout cas, il a bien l'intention de la poursuivre. Le problème, c'est qu'on a changé de terrain. Lorsqu'il y a un an, qu'est-ce qu'il dit aux syndicats et au patronat? Il leur dit, bon, ben écoutez, réglementez-moi l'évolution du contrat de travail dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Alors évidemment, c'est tout à fait leur travail. Ils sont des partenaires sociaux et ils savent ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est ce qu'ils ont fait et c'est devenu une loi. Là, on arrive sur un autre terrain. Les retraites, mais les retraites, les syndicats et les patrons ont un avis, évidemment, mais ça concerne directement l'État, la régulation publique. Et puis il y a deux autres aspects, l'emploi. Mais l'emploi, ils l'ont déjà réglé avec à leur niveau, avec la fameuse loi sur la flexibilité du travail, reste la formation. Donc on aura, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de ces deux journées, on aura, à mon sens, rien sur l'emploi, rien sur les retraites et peut-être sur la formation professionnelle. Je vous interromps Jean-Louis, parce que François Hollande vient de faire son apparition au pupitre. Il va donc donner officiellement le coup d'envoi de cette deuxième grande conférence sociale qui se tient, je vous le rappelle, pendant 2 jours au Palais d'Iéna à Paris. Je vous propose donc tout de suite d'écouter le président de la République. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, vous qui représentez l'ensemble des forces vives de la nation.
Voilà, un petit problème technique, hein, vous l'avez vu avec le palais d'Iéna. On va donc essayer de récupérer le signal. Alors, en attendant donc cette conférence sociale, hein, on l'a dit, qui se tient donc pendant 2 jours. Vous l'avez dit, Jean-Louis, au menu, 2 gros dossiers, les retraites et l'emploi. Les retraites, l'emploi, la formation professionnelle. Il y aura 6 tables rondes dans l'après-midi qui seront organisées. On vient de récupérer. Alors maintenant, c'est moi qui suis coupé. C'est vous qui êtes coupé. On vient de récupérer le signal. Je ne sais pas si on entend François Hollande. Oui, on y retourne. Un moment d'échange, de dialogue et même parfois de confrontation. C'est de faire de la conférence sociale le cadre, le lieu et le moment au terme desquels une feuille de route est présentée par le Premier ministre pour mener à bien les réformes qui doivent conduire notre pays à avancer et à réussir. La méthode choisie par le gouvernement depuis 1 an, c'est la réforme par le dialogue. Le travail conduit depuis 12 mois atteste de la pertinence de cette démarche. Concertation sur les emplois d'avenir, négociation sur les contrats de génération, sur l'égalité professionnelle dans la fonction publique, accord, même s'il n'a pas été à l'unanimité, sur la sécurisation de l'emploi, sur les retraites complémentaires et espoir d'un débouché sur la négociation sur la qualité de vie au travail. Tous ces chantiers, nous en avons fixé le principe lors de la conférence sociale de l'année dernière. Certains, je le disais, ont été conduits dans le plus large consensus. Je pense notamment au contrat de génération et à l'égalité professionnelle. D'autres ont été adoptés par des accords majoritaires et chacun ici a à l'esprit la sécurisation de l'emploi. Je respecte les divergences de point de vue et j'ai de la considération pour les organisations qui signent des accords, mais j'en ai aussi pour celles qui, pour des motifs qui leur appartiennent, à un moment, préfèrent ne pas signer et pourtant sont dans une démarche de dialogue social. La feuille de route, donc, qui avait été présentée par le Premier ministre en juillet dernier, a été respectée à la fois dans son esprit et dans son contenu. Nous n'en voyons pas encore tous les effets des mesures qui ont été prises, mais nous voulons leur donner toute l'ampleur nécessaire compte tenu de la gravité de la situation. Chacun connaît ici le contexte dans lequel cette conférence se tient. La zone euro est en récession et en récession depuis maintenant près de 3 ans. La France en subit les conséquences, avec un chômage qui progresse continuellement depuis 5 ans. Certes, il y a des signes encourageants. La production industrielle a rebondi en avril dernier. Les embauches hors intérim sont reparties à la hausse. L'intérim lui-même connaît un surcroît d'activité. L'inflation en France est la plus basse de toute la zone euro, ce qui peut être d'ailleurs interprété de 2 manières. Une positive, si l'inflation est faible, notre compétitivité est plus forte. L'une plus négative, qui est le reflet de la déflation qui existe à l'échelle de l'Europe. Mais un des points positifs sur lequel je veux insister, c'est que les taux d'intérêt dans notre pays, ceux qui sont servis sur les emprunts d'État, mais aussi les taux d'intérêt pour le financement des entreprises ou des collectivités locales, sont les plus faibles de notre histoire. Alors, il y a aussi des inquiétudes, et nous les connaissons tout autant.
D'abord parce que la croissance sera nulle dans l'année 2013, ce qui d'ailleurs signifie qu'il y aura une amorce de reprise au second semestre. Comment expliquer la situation que nous traversons? Il y a d'abord des facteurs extérieurs. Ce n'est plus la crise financière qui nous menace, c'est la récession en Europe. Il y a aussi le manque de visibilité pour les consommateurs, pour les investisseurs. Et puis, il y a un mal beaucoup plus profond, celui sur lequel nous devons, dans cette conférence sociale, nous pencher. C'est celui de la défiance, du doute, du désarroi. Chacun en connaît les raisons, mais chacun doit en mesurer aussi les conséquences. Les économies qui repartent, il y a des facteurs objectifs, mais il y a aussi des facteurs psychologiques. Si nous voulons redonner aux consommateurs, aux investisseurs, capacité à décider pour l'avenir, nous devons retrouver la confiance, l'espérance. Et les pays qui réussissent sont ceux qui sont capables de porter un tel projet. Depuis que j'ai accédé aux fonctions qui sont les miennes, je vais partout dans le monde. Je peux distinguer, pas simplement en rencontrant les chefs d'État ou de gouvernement, mais en voyant les entreprises françaises qui sont installées dans ces pays ou entreprises étrangères qui nous font concurrence, je vois l'état d'esprit. Les pays qui avancent sont ceux qui ont décidé collectivement de se doter d'une volonté collective, d'une stratégie, d'un dépassement des intérêts particuliers pour porter un intérêt commun supérieur. Eh bien, c'est ce que nous devons faire, nous aussi. Ça suppose deux urgences. L'urgence de remettre l'économie européenne sur la voie de la croissance, l'urgence, en France, de préparer sans délai notre avenir. Préparer notre avenir, c'est d'abord se désendetter. Ce ne peut pas être un but en soi, mais c'est une condition. Le sérieux budgétaire n'est pas et ne sera pas en France l'austérité. Et pour une raison que j'ai défendue en Europe, c'est qu'il ne peut pas y avoir de croissance durable sans assainissement budgétaire, j'en conviens, mais il n'y aura pas de redressement financier durable sans croissance. Et c'est le sens des positions que je défends depuis un an et qui commencent à être entendues, y compris par la Commission européenne, puisque plusieurs pays, dont le nôtre, ont obtenu un délai pour parvenir au déficit de 3% de la production nationale. Ce report, je le dis aussi avec clarté, n'est pas un répit. Il ne nous exonère pas de ce que nous avons à faire pour notre pays. Certes, moi je mesure ce que le gouvernement a demandé aux Français en termes de prélèvements, aussi bien aux ménages qu'aux entreprises. C'était la condition pour en terminer avec la spirale de l'endettement et des déficits non contrôlés. Mais en 2014, ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est de poursuivre l'ajustement par des économies, essentiellement, plutôt que par des impôts supplémentaires. Les économies. Tout le monde est pour les économies, sauf quand on les présente. Et ceux qui étaient les plus ardents à les réclamer deviennent les plus frileux. Ce n'est jamais la bonne. Il faut aller chercher une autre. L'expérience a été faite et je ne veux pas être cruel. On ouvre un dossier, on nous en présente un autre. Mais les économies, c'est la condition pour ne pas avoir de prélèvements supplémentaires. Quelle méthode utiliser? Celle du gouvernement, c'est celle de l'évaluation des politiques publiques. De voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est coûteux, ce qui n'est pas efficace. Ce n'est pas la coupe automatique, ce n'est pas la baisse arithmétique,
C'est une méthode qui permet aussi aux agents publics de comprendre les missions qui leur sont proposées, de s'investir dans les tâches qui sont essentielles pour le pays. Et dans ce cadre-là, le gouvernement respectera ses priorités. Ses priorités, c'est l'éducation, c'est la sécurité de nos compatriotes et c'est l'emploi. Mais reconnaissons aussi que toutes les dépenses n'ont pas la même utilité et que l'État, comme les collectivités locales d'ailleurs, peuvent rendre un meilleur service aux usagers avec une organisation, une gestion plus efficace de leurs ressources. Je salue tous les efforts qui sont faits dans cet esprit-là, ceux de l'État et de ses fonctionnaires, ceux des collectivités locales. Mais il y a aussi un rééquilibrage de nos régimes sociaux. Comment admettre, depuis d'ailleurs trop d'années, que la sécurité sociale soit obligée d'emprunter pour financer ses dépenses? Pas toutes ses dépenses, et évitons les caricatures, mais chaque fois qu'il y a un déficit, que ce soit pour l'assurance maladie, pour les retraites, pour la famille, eh bien, c'est par l'emprunt, je dis bien par l'emprunt, que nous couvrons les comptes sociaux. Ce qui revient à dire que ce sont les générations futures qui vont payer pour nos dépenses d'aujourd'hui. Un mécanisme avait été prévu à l'origine. Quand j'ai dit à l'origine, c'était en 1995 et ça a été raffiné depuis. Chaque fois qu'il devait y avoir constatation d'un déficit, il devait y avoir augmentation d'une contribution pour éviter que la dette sociale puisse s'emballer. Cette contribution n'a jamais été activée et des reports d'échéances ont été, hélas, décidés. Eh bien, nous avons considéré que nous devions rééquilibrer les comptes sociaux et le faire, là encore, dans la justice. Ça a été mené pour la famille. Ce n'était pas facile. Et j'ai veillé avec le Premier ministre à maintenir l'universalité des allocations familiales. Quand beaucoup, et avec de bons arguments, évoquaient le plafonnement ou la modulation. En revanche, ce qui nous paraissait plus juste était de passer par le quotient familial, c'est-à-dire par l'impôt, qui, en réalité, permettait à des familles aisées d'avoir un avantage fiscal parfois élevé, alors même que des familles qui n'étaient pas redevables de l'impôt sur le revenu n'avaient aucun retour en termes de fiscalité. Nous avons également clarifié un certain nombre de prestations, et c'était nécessaire. Nous ne nous sommes pas arrêtés là, puisqu'il y a eu, et c'est les partenaires sociaux qui en ont décidé, une réforme courageuse des retraites complémentaires, et du côté de l'assurance maladie, je dois relever que les dépenses ont été contenues par rapport aux objectifs qui avaient été fixés. Voilà, préparer l'avenir, c'est se désendetter. Mais préparer l'avenir, c'est surtout renforcer notre appareil productif. Il faut en finir. Tous les constats ont été faits, tous les rapports ont été délivrés. Il faut en finir avec le décrochage industriel, avec les pertes d'emplois, avec le déficit de nos échanges commerciaux. C'est le sens du pacte de compétitivité que le gouvernement a adopté en novembre dernier et du crédit d'impôt qui lui est attaché. C'est une amélioration des marges des entreprises, chacun doit en être bien conscient, de 20 milliards d'euros. Ce dispositif, il a plusieurs mérites. Il est simple, il est net de toute imposition fiscale, à la différence d'une baisse des charges. Et il s'impute dès 2013, contrairement à bien des idées reçues. Il prévoit un mécanisme de préfinancement pour les entreprises qui veulent tout de suite en avoir l'avantage en termes de trésorerie, et sans qu'il soit besoin de lourdes démarches, la Banque publique d'investissement, la BPI, a mis en œuvre ces avances pour 2 milliards d'euros, 500 millions ont déjà été utilisés. Par rapport à cet enjeu de l'allègement
du coût du travail, qui fait débat, mais dont le gouvernement a pris la responsabilité. Faut-il aller plus loin? Ça suppose d'avoir des marges de manœuvre, chacun les connaît. Faut-il envisager la réforme de l'assiette ou de nouvelles modalités pour les prélèvements sociaux? Eh bien, ça fait toujours partie de la discussion dans le cadre de la conférence sociale. J'ai évoqué la BPI, nouvelle institution qui rassemble des éléments épars qui avaient vocation à soutenir l'innovation, l'investissement des entreprises. Mais cette fois-ci, nous avons mis en place une banque qui a une force de frappe, 40 milliards d'euros, et qui est capable de servir aussi bien des prêts pour la trésorerie que des concours pour l'innovation, que l'apport en fonds propres pour les entreprises qui affrontent avec talent des nouvelles étapes de développement. Cette BPI, elle est un instrument au service du financement de l'économie. Elle n'est pas un substitut au financement de l'économie. Ce sont les banques qui doivent continuer à alimenter en crédit les entreprises. Et ce serait d'ailleurs un risque très sérieux d'avoir fait penser qu'il y aurait comme une forme d'exonération de la responsabilité des banques. C'est pourquoi nous avons, avec la loi bancaire, bien fixé les objectifs et séparé ce qui relevait justement de l'activité de dépôt et de crédit de l'activité de spéculation. Nous avons besoin de banques qui prêtent à l'économie. Je l'ai dit, les taux d'intérêt sont parmi les plus faibles de ceux que nous avons connus ces dernières années. Mais à quoi sert-il d'avoir des taux d'intérêt faibles s'il n'y a pas les crédits qui sont délivrés? Donc, il y a là une mobilisation pour le financement des entreprises. Parce que préparer l'avenir, c'est investir. La France a toujours connu de grands défis pour porter son avenir. Et ces défis passent par l'avance technologique. Aujourd'hui, nous avons besoin d'investissements pour la transition énergétique, d'investissements nouveaux pour le numérique, pour les nouvelles technologies, d'investissements pour l'économie de la santé, d'investissements pour les infrastructures de transport, pour même les industries de défense. Ce sont autant de grands projets qui dessineront la France de demain. Et ce sera le sens du nouveau programme d'investissement d'avenir que le Premier ministre présentera le mois prochain et qui permettra de nouer des partenariats entre le public et le privé. Parce que l'enjeu, c'est de redresser notre production dans tous les domaines, industriels, agricoles, services et même tourisme. Et n'opposons pas les secteurs les uns par rapport aux autres, tout doit concourir à élever le niveau de la production, de la qualité et de l'emploi. Nous avons à la fois à valoriser nos atouts, soutenir la marque France, attirer des investissements étrangers et exporter davantage. Aussi, depuis un an, le gouvernement a défini une stratégie à travers 12 contrats de filière qui vise à adapter les normes, il y en a parfois trop, à valoriser les formations, à développer l'innovation, à faciliter l'exportation et à fédérer les grandes entreprises et les petites autour d'objectifs communs, à y mettre autant que possible la recherche avec les moyens publics, mais aussi le crédit d'impôt recherche, et faire en sorte que nous soyons leaders dans un certain nombre de domaines. Et que là où nous sommes plus en retard, nous puissions être demain en avance avec de nouveaux champions industriels. Voilà ce qui relève de la responsabilité de l'État. Non pas se substituer aux entreprises, ce sont elles qui décident de leurs alliances, de leurs investissements, de leur innovation et de leur recherche, mais de fédérer tous ces efforts et en lien avec les partenaires sociaux. Et j'en arrive à notre conférence sociale. C'est un espace de concertation, de dialogue, et cette conférence nous permet de connaître ce que sont les chantiers sur lesquels l'État et l'ensemble des partenaires vont se mobiliser. Si je devais retenir qu'un seul enjeu, c'est celui de l'emploi.
C'est un défi qui nous concerne tous. Plus de 10% de la population active sont aujourd'hui privés d'emploi. 3 millions de demandeurs. 5 millions si nous prenons toutes les catégories. C'est un gâchis pour l'économie, compte tenu de l'ensemble de ses savoir-faire, de ses disponibilités. Surtout quand on regarde le chômage des jeunes. Plus de 25% aujourd'hui des moins de 25 ans sont au chômage. C'est aussi un risque pour la société de fracture générationnelle, de fracture sociale, de fracture civique. On le voit bien. C'est aussi une angoisse pour ceux qui sont concernés par le chômage ou une inquiétude pour ceux qui craignent de l'être et pour toutes les familles. Alors parlons franchement. Le chômage, qui progresse depuis 5 ans, va continuer, hélas, encore à progresser jusqu'à la fin de l'année. Je n'ai jamais caché cette réalité. Car quand il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de création suffisante d'emplois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'embauche, il y a toujours des embauches. Mais il y a aussi des pertes d'emplois. Et il y a une population active qui augmente, 150 000 par an, et qui ne trouve pas les débouchés nécessaires. Mais j'ai aussi affirmé un engagement, inverser durablement la courbe du chômage, pas 1 mois, pas 2 mois, durablement la courbe du chômage à la fin de l'année. Je veux ici réaffirmer ma volonté, mais aussi vous dire ma conviction. Pourquoi nous pouvons y arriver? Pourquoi nous devons y arriver? D'abord, il y a des signes de reprise économique en France et en Europe. Parce que l'économie mondiale, elle est en expansion. Les pays émergents, avec des taux de croissance de 7 à 8%, les États-Unis qui vont connaître une croissance de 2 à 3%, les pays d'Asie et même les pays d'Afrique qui connaissent des croissances aujourd'hui supérieures à 5%. Donc nous avons un problème en Europe. Nous avons réglé les questions liées à la zone euro, à sa stabilité, à son intégrité. Nous devons tout faire pour que la croissance reparte. Et elle va repartir. Donc il y a ces signes de reprise. Mais en attendant la reprise, ce qui est le travail quotidien que nous avons à faire pour créer de l'emploi, pour être plus compétitifs, nous avons aussi à mettre en place des instruments de la politique de l'emploi, ce qu'on appelle les emplois aidés. Eh bien, logiquement, ils vont monter en puissance pour atteindre progressivement 440 000 contrats, parce que c'est le niveau généralement atteint dans les périodes de chômage élevé. Bien sûr, nous pourrons dire, enfin certains diront, que ce sont des emplois aidés, mais il y a toujours eu des emplois aidés quand il y a un chômage élevé. Certains diront que ce ne sont pas des emplois durables. Ce sont des emplois qui, pour certains d'entre eux, peuvent aller jusqu'à 3 ans. D'autres ajouteront, mais ça ne peut pas remplacer les emplois dans le secteur privé. Ils auront raison. Parce que l'emploi, il doit être essentiellement dans le secteur privé. Et lorsqu'il est dans le secteur public, c'est avec des procédures de recrutement. Mais nous avons besoin de contrats aidés à condition qu'ils soient utiles, pas simplement pour régler momentanément une difficulté, mais pour former, qualifier ceux qui en sont les bénéficiaires. Premier objectif, c'est d'atteindre 100 000 emplois d'avenir d'ici la fin de l'année. Ces emplois, vous le savez, sont destinés aux jeunes les moins qualifiés, à ceux qui n'ont aucune chance, dans l'état actuel de notre économie, d'accéder à un emploi dans le secteur privé. 33 000 à la fin du mois de juin sont déjà dans ce dispositif. Eh bien, nous devons accélérer la montée en charge. Et ici, je lance un appel, une fois de plus, aux collectivités locales et aux associations.
Je sais ce qu'il leur est demandé à travers ces emplois d'avenir. Former les jeunes, c'est indispensable, c'est leur devoir. Mais je rappelle ce qu'est l'ampleur de la participation de l'État, 75%. Et j'insiste sur les perspectives d'insertion que ces emplois représentent pour les moins de 25 ans. J'ai demandé au ministre du Travail de faire plein usage de toutes les souplesses prévues par la loi pour permettre l'embauche de jeunes non qualifiés, mais aussi de jeunes qualifiés s'ils sont issus des quartiers les plus difficiles. J'ai également souhaité que ces emplois d'avenir soient élargis dans certaines conditions et dans certaines limites au secteur privé. Parce qu'il y a des branches comme le tourisme, les services à la personne et la santé qui peuvent se montrer disponibles, ce qui suppose bien sûr une participation de l'État beaucoup plus faible et un effort de formation pour ces jeunes. Deuxième dispositif, les contrats de génération. Ils sont entrés en vigueur il y a à peine 3 mois. Ils connaissent un indéniable succès dans les petites entreprises. La procédure est simple et aujourd'hui, il y a 1000 contrats qui sont signés par semaine, avec la prime de 4 000 € qui est attachée à chacun de ces contrats. Dans les autres entreprises, une négociation entre partenaires sociaux est nécessaire, ce qui peut entraîner du temps, et je le comprends. Il y a déjà eu un premier accord de branche dans le secteur de l'assurance, c'est bien, mais c'est beaucoup trop peu. Et donc, là encore, l'occasion m'est donnée. Je demande aux entreprises concernées, aux organisations professionnelles, aux acteurs sociaux, d'engager au plus vite toutes les discussions, branche par branche, entreprise par entreprise, pour favoriser le déploiement de ces contrats. Notre objectif, c'est 75 000 contrats d'ici mars prochain, ce qui veut dire en fait 150 000 personnes concernées. Les 75 000 jeunes recrutés par un contrat à durée indéterminée et les 75 000 seniors qui vont être maintenus dans l'emploi. Mais au-delà de ces deux dispositifs dont nous devons tout faire pour qu'ils montent le plus rapidement possible en régime, dans l'intérêt des jeunes, dans l'intérêt des activités qui sont proposées à ces personnes et dans l'intérêt même des entreprises, je souhaite que la conférence sociale ouvre d'autres pistes. Je pars d'un constat simple qui nous rassemble. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Encore faut-il qu'elles réussissent à les pourvoir. Donc nous avons un effort considérable à mener de formation. J'y reviendrai. Nous avons également à regarder une réalité. Elle n'est pas nouvelle. Il y a à peu près de 200 000 à 300 000 recrutements, d'ailleurs personne n'a la véritable statistique, qui sont entamés puis abandonnés parce qu'il n'y a pas des candidats suffisamment qualifiés par rapport aux emplois qui sont proposés. Si je veux prendre juste un exemple, nous sommes dans la semaine du Salon du Bourget, de nombreux contrats, et je m'en félicite, ont été signés pour des Airbus, et la filière aéronautique nous annonce déjà depuis plusieurs mois que, compte tenu de l'ampleur de la charge, il est nécessaire de pouvoir tout de suite, pas dans quelques années, tout de suite, avoir les salariés qualifiés qui correspondent à ces commandes. Mais cet exemple, il vaut pour d'autres. Donc, nous devons regarder cette réalité sans pour autant poser des questions inutiles. Le débat, je l'ai dit, n'est pas nouveau. Et la seule interrogation qui vaille, c'est comment remédier à ces demandeurs d'emploi qui ne demandent qu'à travailler et à ces entreprises qui ne trouvent pas les personnels qui correspondent à leurs besoins. S'il s'agit donc d'un manque de personnel qualifié, alors qu'avons-nous à faire? Nous tous, former les demandeurs d'emploi pour qu'ils y répondent dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. S'il s'agit d'un problème de mobilité, alors réglons-le par des incitations financières, des facilités de logement. S'il s'agit d'un différentiel de salaire, ça peut arriver. Alors, comblons-le, ça peut être la responsabilité de l'État, parce que mieux vaut un tel soutien que la poursuite d'une indemnisation de chômage. Ça coûtera moins cher,
et ça permettra de favoriser le recrutement et donc l'embauche. Nous devons nous donner cet objectif, former rapidement et massivement les demandeurs d'emploi pour les secteurs qui sont en manque structurel de main-d'œuvre qualifiée. Je vous propose donc, et le Premier ministre y reviendra, une action conjointe de l'État, de Pôle emploi, des régions, des partenaires sociaux, des organismes de formation et des entreprises pour que nous puissions atteindre l'objectif. Qu'est-ce que nous avons à faire? Évaluer les métiers concernés, territoire par territoire, filière par filière, réaliser les formations indispensables et accompagner les futurs salariés jusqu'à l'embauche. Ce sujet me conduit à évoquer le chantier de la réforme de la formation professionnelle. Là aussi, le constat est connu. La France consacre plus de 30 milliards d'euros à la formation professionnelle et les critiques qui sont adressées à ce système sont les suivantes. Trop opaque dans son organisation, trop concentré sur les salariés déjà qualifiés et trop dispersé pour les demandeurs d'emploi. Et il est vrai que les chômeurs ne représentent que 13% de la dépense totale de formation. De même, les salariés des grandes entreprises bénéficient 3 fois plus que ceux des plus petites des actions de formation professionnelle. Et enfin, les salariés âgés, ceux-là même qui peuvent être concernés par des départs à la retraite repoussés de quelques mois ou de quelques années, ont rarement accès à une nouvelle chance. D'où d'ailleurs le chômage particulièrement élevé des seniors. Nous devons donc revenir à l'esprit de la grande loi de 1971 sur la promotion sociale et professionnelle, ce qui suppose de clarifier les rôles de chacun. À l'État, le cadre légal. Aux régions, de former les jeunes, les demandeurs d'emploi, en complémentarité avec Pôle emploi. Aux partenaires sociaux, dans le cadre des organismes de formation professionnelle, de fixer les objectifs au sein des entreprises pour élever le niveau de qualification. Niveau de qualification qui est un élément essentiel pour la compétitivité de notre économie. Je souhaite, et le Premier ministre y reviendra au terme de la conférence sociale, que la réforme aboutisse avant la fin de l'année. Elle devra aussi traiter de l'apprentissage et de l'alternance. 70% des jeunes qui sortent d'une formation en alternance sont en emploi dans les 6 mois qui suivent. 6 mois qui suivent. Je rappelle que l'apprentissage ou l'enseignement professionnel n'est plus seulement limité au niveau 4 et 5, il peut aller jusqu'au BTS, à la licence professionnelle et même au diplôme d'ingénieur. Il faut changer l'image de l'alternance, de l'enseignement professionnel, de l'apprentissage. La France compte actuellement 450 000, soyons plus précis, 435 000 apprentis en formation. L'Allemagne en compte 1 500 000. C'est un autre système, j'en conviens. Mais ça en dit long sur la manière de préparer les emplois de demain. L'objectif que je fixe est plus modeste. C'est au moins d'arriver à 500 000 dans les 3 prochaines années. Là encore, le pilotage doit être régional, parce que c'est à cette échelle que l'on doit adapter l'offre de formation aux besoins économiques. Je souhaite également que nous puissions étendre cet objectif à l'enseignement professionnel qui doit être renforcé, valorisé, qualifié. Et il y a une idée aussi que je veux lancer. Il y a des entreprises, je le disais, notamment des PME, qui accueillent des alternants et qui souhaitent être davantage associés au contenu des formations qui sont délivrées et qui doivent correspondre à ce qui est attendu de technologies nouvelles ou de savoir-faire, y compris traditionnels. Cette demande, elle est légitime, mais elle doit avoir une contrepartie, c'est-à-dire la garantie d'un débouché pour le jeune. Alors pourquoi ne pas imaginer que l'entreprise qui contribuerait à la définition de la formation d'un jeune en alternance, qui l'accompagnerait tout au long de son parcours, puisse signer un contrat d'apprentissage avec engagement d'embauche, sous réserve bien sûr de l'obtention du diplôme.
Oui, ça serait une formule nouvelle qui partirait du contrat d'apprentissage existant, mais qui enverrait un signe fort aux jeunes, aux familles, sur la réussite et l'excellence des parcours professionnels. L'enjeu, c'est de mettre plus de jeunes dans l'emploi, et dans l'emploi durable. C'est une obligation pour aujourd'hui, mais c'est également une nécessité pour demain, si l'on veut financer les retraites. Et je veux arriver à cette réforme qui nous attend. La conférence sociale est saisie de cette question, et c'est bien légitime. Parler des retraites, c'est parler de l'avenir. C'est parler de cette promesse que la société fait à chaque génération et à chacun de ses membres. Parler des retraites, c'est envoyer un message de confiance et non pas de peur. La peur, elle est là aujourd'hui. La peur, c'est celle des pensionnés de voir remis en cause leur retraite. La peur, c'est celle des actifs qui arrivent en fin de carrière de ne pas pouvoir partir dans de bonnes conditions à la retraite. La peur, c'est celle des jeunes qui pensent, trop nombreux aujourd'hui, qu'ils ne pourront jamais accéder à une retraite convenable. Donc la réforme que nous avons à faire n'est pas pour ajouter une peur à une autre, c'est au contraire pour donner une confiance et une espérance dans le système des retraites par répartition. Les jeunes, d'ailleurs, ne sont pas les seuls, je le disais, gagnés par le scepticisme. Les aînés le sont aussi. Il y a eu pas moins de 3 réformes ces 20 dernières années, présentées chacune comme définitives. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été demandés. Et malgré les promesses qui ont été faites, sans doute de bonne foi, les chiffres, eux, sont implacables. 20 milliards de déficit en 2020, 7 milliards pour le seul régime général. La dernière réforme, elle ne date pas d'il y a longtemps, de 2010, qui devait régler tous les problèmes, aussi bien de court terme que de long terme, connaît ses limites. La crise, il est vrai, est passée par là et a fait perdre des recettes qui étaient attendues. Pour autant, l'équilibre à long terme de nos régimes fondés sur la répartition n'est nullement hors d'atteinte, car la France dispose, à la différence de tous ses voisins en Europe, d'un atout majeur. C'est notre démographie, c'est-à-dire notre taux de natalité, pas simplement depuis quelques années, depuis maintenant une vingtaine d'années, et qui continue grâce aux efforts que nous pouvons faire dans le cadre de la politique familiale et de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Ce qui fait que notre modèle est regardé comme original et même exemplaire. Alors notre démographie nous protège durablement, mais en même temps, démographie aussi, elle ne nous règle pas les conséquences heureuses de l'allongement de la vie. Et donc, nous avons 2 obligations, renflouer les régimes d'ici 2020 et, au-delà, les équilibrer durablement. Un rapport a été donc demandé à Madame Yannick Moreau. Ce rapport a porté un diagnostic, il a ouvert des pistes, et je n'entends pas fermer le débat avant même qu'il n'ait été ouvert. Mais je veux ici rappeler les 3 principes qui guideront le gouvernement au moment des choix. Le premier principe, c'est celui de la responsabilité. Être responsable, c'est assurer l'équilibre de la branche vieillesse et être capable de financer le paiement des retraites au cours des 6 prochaines années. Des efforts seront demandés, nous aurons à en discuter, ils devront être équitablement répartis. Être responsable, c'est aussi tirer toutes les conséquences de cette chance formidable qu'est l'allongement de l'espérance de la vie. Il y a 2 options qui sont possibles et qui sont évoquées. Première option, augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Ça a été fait, c'était le principe de la réforme de 2010. J'ai considéré que ça revenait à pénaliser ceux qui ont commencé tôt à travailler. L'autre option, c'est de prolonger
la durée de cotisation. C'est la mesure la plus juste, à condition de l'appliquer à tous et à tous les régimes, et de tenir compte de la pénibilité des tâches, mais aussi d'un autre élément qui doit être dans la discussion, qui est l'allongement de la période des études, et qui appellera nécessairement un effort contributif calculé d'une manière différente d'aujourd'hui. Être responsable, donc, c'est modifier à la fois le regard qu'on doit porter sur les jeunes, qui rentreront plus tard sur le marché du travail, mais aussi le regard sur les salariés seniors. Le taux d'emploi des seniors est de l'ordre de 42%, au-delà de 56 ans. Il a progressé, mais quand même nous sommes loin de la moyenne européenne qui est près de 50%. Et si nous ne parvenons pas à retenir les seniors dans l'emploi, alors nous n'aurons fait que augmenter la durée du chômage des plus de 60 ans sans faire d'économie pour le régime général. Donc l'enjeu, c'est le travail des seniors. Des plans ont été négociés dans les entreprises depuis 2009. Nous devons les reprendre. Et le contrat de génération, qu'est-ce que c'est, si ce n'est de permettre à des jeunes de rentrer dans l'emploi avec un contrat à durée indéterminée, mais aussi de permettre à des salariés de plus de 57 ans, 58 ans, de pouvoir rester eux-mêmes dans l'entreprise pour avoir leur retraite à taux plein au moment où ils décideront de partir. Eh bien, c'est en fonction de ces principes de responsabilité que nous réussirons la réforme des retraites. Le second principe, c'est la justice. Or, les inégalités sont encore nombreuses dans notre système, et notamment au détriment des femmes, mais aussi des travailleurs qui ont connu des métiers pénibles. S'agissant de la justice, le rapport de Yannick Moreau aborde la question des différences qui existent entre le système privé et le système public. Les modalités, c'est vrai, de liquidation de la retraite sont différentes, mais la durée comme le taux de cotisation sont les mêmes. Et surtout, et c'est ce que le rapport fait apparaître, le taux de remplacement servi aux fonctionnaires est équivalent à celui d'un salarié du secteur privé. Et si je regarde l'évolution depuis quelques années, elle est moins favorable pour les fonctionnaires que pour les agents du secteur privé. Donc il ne s'agit pas de faire silence sur le sujet, mais de regarder objectivement la réalité et de voir les conclusions qu'il convient d'en tirer. Le troisième principe d'une réforme réussie des retraites, c'est le pilotage à moyen et long terme. Si nous voulons redonner de la confiance, si nous voulons lever les suspicions, les doutes, les inquiétudes, les angoisses par rapport à l'avenir, il convient d'avoir non pas des réformes des retraites tous les 3 ans ou tous les 4 ans, qui finalement peuvent apparaître comme inutiles, puisqu'il faut y revenir, mais d'avoir un pilotage, non pas automatique, parce que ça doit être justement fondé sur le dialogue et la responsabilité, mais que nous puissions disposer d'une visibilité à moyen et long terme et faire évoluer de manière compréhensible et objective les paramètres dans le temps, de façon à ce que les actifs, comme les retraités, puissent comprendre que leur système de répartition sera garanti. Voilà le sens de la réforme. Elle ne nous est imposée par personne. D'ailleurs, je refuserais qu'on puisse nous dire de l'extérieur ce que nous avons à faire. S'il y a une réforme des retraites, ce n'est pas parce qu'elle nous aurait été exigée dans le cadre d'un programme de stabilité. Ce qui nous a été demandé, et c'est bien légitime, c'est de remettre de l'ordre dans nos finances publiques qui ont été dégradées depuis trop longtemps. Mais sur les retraites, ce n'est pas de l'extérieur que l'on nous demande de les réformer. J'allais dire que c'est de l'intérieur que nous devons comprendre l'enjeu et le défi. Parce qu'il s'agit tout simplement de la solidarité entre les générations et du message que nous devons adresser à la jeunesse.
par rapport à son avenir. Le Premier ministre et le gouvernement ont engagé ou vont engager au lendemain de la conférence sociale une concertation. Elle commencera donc dès le début du mois de juillet et se terminera à la fin de l'été. Mais comme je le disais pour sourire, comme il n'y a plus d'été, il faut donc fixer un certain agenda. Le mieux serait sans doute que, après une discussion qui pourra durer tout le mois de juillet et, si c'est nécessaire, une partie du mois d'août, reprendre au début du mois de septembre, le gouvernement fera connaître ses choix à la rentrée. Dans les mois qui viennent, les partenaires sociaux auront aussi à se prononcer sur la convention d'assurance chômage qui arrive à terme en 2013, et notamment à la fin de l'année. Ce sera l'occasion de simplifier sûrement les mécanismes, de mettre en œuvre les droits rechargeables prévus par la loi de sécurisation de l'emploi et de faire en sorte que, là aussi, il n'y ait pas d'inquiétude nouvelle pour les demandeurs d'emploi dans une période de chômage élevé. Et en même temps, l'État doit aussi prendre sa responsabilité, au-delà des partenaires sociaux, et proposer des solutions au titre de la solidarité nationale. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement aura à définir une nouvelle articulation entre prime pour l'emploi et RSA d'activité, et favoriser autant qu'il est possible l'incitation au travail. Vous avez souhaité que la conférence sociale aborde également la dimension européenne. Et j'en ai convenu bien volontiers, parce que nous sommes à la veille d'un Conseil européen important qui va se tenir le 28 juin. Quels sont les objectifs de la Confédération européenne des syndicats? Et quels sont les objectifs de la France? Ils sont proches. Bien sûr, chacun doit être à sa place. Le premier objectif, c'est de mettre en œuvre le pacte de croissance qui a été décidé il y a un an. Vous allez me dire, mais pourquoi n'est-il déjà pas appliqué? Parce qu'il y a lenteur, parce qu'il y a lourdeur, parce qu'il y a résistance. Et donc nous ne devons plus perdre de temps. Et je l'ai dit à mes collègues européens, le problème de l'Europe, ça peut être celui de son orientation, mais c'est surtout celui de son exécution. Ce que nous décidons devrait d'ailleurs être décidé plus vite et être appliqué dans un délai court. Les procédures, dans une période de crise, n'ont plus de pertinence. Donc nous, sans plus attendre, en France, nous avons fait signer un contrat entre la Banque européenne d'investissement et la Caisse des dépôts, bientôt entre la Banque européenne d'investissement et la Banque publique d'investissement, pour que tous les moyens qui avaient été dégagés pour la croissance puissent avoir des retombées dans notre pays. Ça, c'est le premier objectif. Il faudrait d'ailleurs en ajouter un autre. C'est que ce programme de 120 milliards d'euros l'année dernière paraît déjà dépassé, qu'il faudrait avoir une stratégie d'investissement à l'échelle de l'Europe, et que s'il y a un thème qui est celui de la transition énergétique, ça me paraît tout à fait essentiel de le porter. Second objectif, l'emploi des jeunes. Avec d'autres pays, nous avons permis que dans le budget européen soient dégagés 6 milliards d'euros pour cette cause-là, permettant ce qu'on appelle une garantie jeune, c'est-à-dire la possibilité qui sera donnée pour tout jeune européen sorti du système éducatif de se voir proposer dans un délai de 4 mois un stage, une formation ou un emploi de qualité. Mettons en œuvre, là encore, cet engagement plus rapidement. N'attendons pas 2014. Il y a des situations explosives en France, mais aussi en Europe. Je parlais du taux de chômage des jeunes. En Espagne, au Portugal, il dépasse 50 ou 60%. Mais en Outre-mer, en France, le taux de chômage des jeunes, c'est déjà plus de 50%. Donc, utilisons ces fonds-là, parfois d'ailleurs même pas mobilisés, pour l'emploi des jeunes. Et avec un effet de levier pour que les entreprises, pour que les États membres ajoutent encore à l'ambition. Troisième objectif, c'est de lutter contre le dumping social et contre la concurrence déloyale. À cet égard, il y a 2 dispositions que nous devons faire adopter. C'est un salaire minimum
dans chaque État membre et l'application différente d'aujourd'hui de ce qu'on appelle la directive détachement. Je ne peux pas accepter qu'il puisse y avoir, au nom de cette directive, des concurrences faussées qui détruisent de l'emploi en France. Et qu'on utilise, parce que c'est le cas d'ailleurs, le malheur d'un certain nombre de pays pour faire venir des travailleurs européens en les payant à des niveaux qui ne sont pas raisonnables. De la même manière, notre objectif doit être d'organiser une harmonisation fiscale en Europe et de commencer par l'impôt sur les sociétés. Voilà ce que je vais porter au cours de ce sommet, au cours des prochains mois, et là encore, les partenaires sociaux au niveau européen doivent trouver toute leur place. Je veux conclure sur le dialogue social. Nous l'avons engagé depuis 1 an. Nous en avons éprouvé, je pense, les uns et les autres, la qualité, la pertinence, l'utilité. Et en même temps, nous ne devons pas rester simplement à des procédures. Le dialogue social, c'est un état d'esprit, c'est une conviction, c'est une volonté, c'est une méthode qui ne vaut pas pour 1 an ou même pour un quinquennat. C'est une méthode qui doit profondément changer les habitudes de notre pays. Jacques Delors disait dans une formule récemment, et c'était un catholique qui s'exprimait, qu'il faut se méfier des grandes messes s'il n'y a plus la foi. Eh bien, ma conviction, c'est que nous devons avoir la foi dans le dialogue social. Car la France n'avancera et ne réussira que si elle respecte les acteurs. La représentativité des syndicats, de salariés, est désormais établie. Elle permet d'asseoir la légitimité des organisations qui s'expriment et qui négocient, et donc qui engagent les travailleurs. Elle doit être prolongée par une représentation collective des petites entreprises. Mais une démarche similaire doit être menée pour établir la représentativité des employeurs. Des propositions ont pris forme. Je souhaite qu'elles aboutissent dans les semaines qui viennent. La conséquence de cette représentativité, de cette légitimité, de cette conviction dans le dialogue social, dans la démocratie sociale, c'est de conforter le syndicalisme en clarifiant ses moyens, qu'il s'agisse des ressources dédiées aux organisations ou au parcours professionnel des responsables syndicaux. Je suis favorable à l'ouverture d'une discussion tripartite sur le financement de la démocratie sociale. Le dialogue social, il exige du temps, concertation, négociation, transposition, et ce n'est pas toujours compatible avec l'impatience de nos concitoyens ou l'urgence des situations. Et certains nous disent, mais conviendrait d'aller plus vite, l'État pourrait décider tout seul, et au sein de l'État, le chef de l'État. Nous gagnerions du temps, ça serait fini de ces palabres, de ces pourparlers, de cette discussion. La crise est là, il faut aller vite. Aller vite, c'est n'aller nulle part. Aller vite, c'est rester sur place. Aller vite, c'est mettre chacun en opposition avec l'autre. Donc, la méthode, ce n'est pas de perdre notre temps, c'est d'avoir nos rythmes, nos calendriers, nos chantiers. C'est le sens de la feuille de route de la conférence sociale. Et en plus, c'est une fausse vision du dialogue social. Parce que dans les entreprises et dans les branches, si ça négocie, faut-il que ça négocie? Les accords permettent d'aller bien plus vite qu'une modification de la loi ou une procédure judiciaire qui peut prendre des mois, pour ne pas dire des années. Voilà pourquoi notre réussite dépendra de notre ambition à régler ensemble, avec nos points de vue différents, les grands problèmes de notre pays. Le chômage, la compétitivité, l'avenir de la protection sociale, les inégalités, sans oublier la modernisation de l'État, le service public. Mais aussi, notre réussite dépendra de notre capacité à
engager ces réformes dans le respect des partenaires et dans le dialogue. C'est le sens de cette conférence sociale qui doit permettre d'entendre les points de vue, de prendre en compte les initiatives, les propositions et de déboucher sur un agenda de réforme. Et là, je vous l'affirme, comme nous l'avons fait depuis un an, où de grands chantiers ont été menés, nous le ferons encore pour l'année qui vient, car il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre quand il y a 3 200 000 chômeurs. Il n'y a pas de temps à perdre quand il y a un endettement qui progresse. Il n'y a pas de temps à perdre quand il y a, hélas, une jeunesse qui peut douter de l'avenir qui lui est réservé. Il n'y a pas de temps à perdre quand il y a un effort à engager sur la compétitivité des entreprises, sur l'attractivité de notre territoire. Il n'y a pas de temps à perdre pour lutter contre les inégalités. Alors nous sommes dans une bataille, mais pas entre nous. La bataille, elle n'est pas entre les uns et les autres. Elle n'est pas d'être pour ou contre le gouvernement. La bataille que nous avons à engager, c'est celle qui permettra de faire avancer la France et de donner espoir aux Français. Merci. Voilà pour ce discours du président de la République François Hollande, un discours de près d'une heure. François Hollande, Mickaël, qui a donc donné le coup d'envoi de cette deuxième conférence sociale. Ouais, si je peux dire, c'est le discours de la méthode de François Hollande. Alors c'est pas Descartes, bien sûr, mais c'est le président de la République qui est revenu tout simplement au début sur le contexte, sur le bilan de tout ce qui a été fait par son propre gouvernement, mais qui après est allé un petit peu plus loin, qui est rentré un petit peu dans les détails de cette conférence sociale. Alors on va parler du chômage, on va parler évidemment des contrats de génération, etc. Mais ce qui est important de noter, c'est que à plusieurs reprises et à de très nombreuses fois, il a parlé du mot espérance, confiance, à mettre évidemment à l'opposé de la peur. La peur qui est l'ennemi finalement de François Hollande, pour qui les syndicats ne doivent pas avoir peur et doivent essayer de marcher ensemble. Et finalement, ce qu'a voulu faire François Hollande, c'est mettre les syndicats devant le fait accompli. Ce travail se fera ensemble, main dans la main. Mais le problème de François Hollande, aujourd'hui, c'est le temps. Il a mis en place une sorte de rapport très simple avec les syndicats. C'est d'abord un rapport, ensuite une concertation et ensuite une décision. Alors il a un problème de temps, c'est-à-dire que une fois que le rapport est établi, il faut en général quelques semaines ou quelques mois avant qu'on arrive dans la concertation, puis après qu'il y ait une décision. Et donc, il a une impression de lenteur, une impression de lourdeur, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a ce véritable problème du temps. Alors il l'a dit, il n'y a pas de temps à perdre, mais le problème c'est qu'avec la concertation, eh bien, on perd du temps. Alors Jean-Louis, François Hollande l'a dit, une conférence sociale qui va se tenir dans un contexte économique difficile, mais avec des signes encourageants. Oui, alors il a commencé par là justement. Il a répagné évidemment le contexte difficile et puis il a dit qu'il y avait des signes de reprise. Le problème c'est qu'il ne les a pas tellement énoncés, ces fameux signes de reprise. Il y a des signes de reprise, bon, admettons qu'il y ait des signes de reprise. Qu'est-ce qu'on a appris de neuf à l'intérieur du discours de M. Hollande? Pas grand-chose en réalité. Ce sur quoi il a développé, comment est-ce que je peux essayer d'inverser ma courbe du chômage d'ici à la fin de l'année, objectif qu'il a réitéré, sur lequel il a insisté, visiblement il croit dur comme fer. Là aussi, il n'a malheureusement pas argumenté. Il a développé ses emplois, repris sur ses emplois aidés, ces emplois, contrats de génération et contrats d'avenir, mais là, il n'y avait rien de neuf. La chose la plus neuve qu'il a annoncée, c'est sur la formation professionnelle essentiellement, et c'est là-dessus que les syndicats vont être invités, avec les partenaires sociaux, à discuter. Il sait qu'il y a un budget énorme sur la formation professionnelle, il y a 30 milliards d'euros, on peut faire beaucoup de choses avec 30 milliards d'euros, et ce qu'il a dit, c'est simplement comment inciter mieux les gens à reprendre, les chômeurs à reprendre du travail, c'est-à-dire comment répondre aux fameux emplois non pourvus, comment améliorer l'apprentissage des jeunes en y associant plus les entreprises. Donc il a ouvert des chantiers sur la question de la formation professionnelle. Et puis en y ajoutant aussi comment il espère dans l'Europe pour accentuer l'apprentissage et la formation des jeunes. Mais mis à part ce volet formation, il n'y avait pas d'information
particulièrement nouvelle. Sur les retraites, il n'a rien dit qu'on ne sache déjà par rapport aux rapports moraux. Donc ce que je crois, c'est qu'il attend beaucoup de cette concertation, de cette sommet social, une avancée sur la question de la formation professionnelle qui doit lui permettre de faire baisser la courbe du chômage. Et peut-être un mot sur les retraites. Il va jouer évidemment un moment clé, un moment crucial pour François Hollande. Et alors il sait qu'il va y avoir une forte opposition très forte des syndicats et de la rue. Et il attend ça évidemment pour la rentrée. Il a dit que la loi serait, en tout cas les propositions du gouvernement seront annoncées à partir du mois de septembre. Mais s'il réussit sur cette réforme de la retraite, il pourra l'avoir en bandoulière et arriver devant tout le monde en disant regardez, la seule méthode pour y arriver, c'est la concertation. Donc là, il y a un moment très important pour François Hollande pour ce quinquennat. Alors on va voir quels sont les grands enjeux de cette conférence sociale énoncée il y a quelques instants par François Hollande. Des grands enjeux résumés pour nous par Simon Barbary. Au menu de cette conférence sociale, un plat de résistance difficile à faire passer, la réforme des retraites. La CGT et FO refusent la baisse du niveau des pensions et l'alignement du public sur le privé. Une position ferme accompagnée de la menace de manifestations et de grèves dès la rentrée. En désaccord avec les deux grandes centrales syndicales depuis la réforme sur la sécurisation de l'emploi, la CFDT, plus réformiste, souhaite-t-elle une remise à plat des régimes des retraites. Du côté des patrons, le MEDEF plaide pour un allongement de la durée de cotisation à 43 ans d'ici 2020 et un âge légal du départ à la retraite repoussé à au moins 65 ans d'ici 2040. Au-delà du dossier épineux des retraites, la conférence sociale abordera aussi des thèmes tels que l'emploi, la formation professionnelle, les filières d'avenir, l'Europe sociale et les conditions de travail dans l'entreprise. Ces 2 jours de concertation seront aussi l'occasion d'un baptême du feu pour Thierry Lepan, successeur de Bernard Thibault à la tête de la CGT. Même chose à la CFDT où Laurent Berger a pris la place de François Chérec. Enfin, cette conférence sociale sera la dernière de Laurence Parisot. La présidente du MEDEF quittera son poste le 3 juillet prochain. Voilà, Simon Barbary l'a dit dans son sujet, beaucoup de nouvelles têtes lors de cette conférence sociale. Est-ce que ça va changer les choses, Mickaël ? Oui, ça peut changer les choses. En tout cas, ils vont vouloir exister, ils vont vouloir se montrer qui ils sont, tout simplement. Et donc, on a coutume de dire en France que les syndicats sont une forme de statut de sel qu'il est très difficile de les faire bouger. Alors, on sait que là, il va avoir du mal pour cette conférence sociale, que le contexte a changé, mais que les personnalités aussi ont changé. On l'a vu dans le sujet de Simon. Et donc forcément, il va falloir s'appréhender, il va falloir se reconnaître, se connaître entre eux, même si déjà le travail a commencé notamment autour de Michel Sapin. Mais évidemment, les nouvelles têtes syndicalistes ici face aux ministres, il va falloir un petit temps d'adaptation. Et ce temps-là, c'est encore moins de temps pour préparer l'avenir. Jean-Louis, des nouvelles têtes et puis un contexte tendu, des syndicats divisés, un patronat qui a présenté un accord de représentativité de justesse hier. C'est un climat compliqué pour cette conférence sociale. Oui, c'est un climat compliqué, mais je fait qu'il n'y ait que deux têtes qui assistaient à la précédente conférence sociale, donc il y a un renouvellement important. Je pense que ça va faciliter les affaires pour François Hollande. Parce qu'en fait, dans l'opinion publique, cette affaire de concertation sociale, de sommet social est plutôt populaire. Les gens aiment plutôt les personnes qui discutent, qui débattent, qui essaient de trouver un consensus. Je crois que c'est quelque chose auquel la population est attachée. Et donc les nouvelles têtes ne vont pas directement taper du poing sur la table, faire des exigences intempestives. Même, je crois, la CGT n'est pas du tout dans cette disposition d'esprit. Donc c'est plutôt le renouvellement va plutôt être un aspect favorable, un élément favorable à l'aboutissement. Vers quoi? Je n'en sais rien. Je crois que sur la formation professionnelle, il y aura des choses. Qu'est-ce qui peut sortir d'un mot, parce qu'il nous reste très peu de temps, qu'est-ce qui peut sortir de concret de cette conférence sociale? Je pense que sur les retraites, il ne sortira rien de concret. Et d'ailleurs, François Hollande l'avait annoncé à l'émission de M6. Il avait dit, si j'écoute les partenaires sociaux en matière de réforme de retraite, on ne fera rien. Donc il sait lui-même, d'ailleurs il n'a pas tellement développé. Sur l'emploi, il peut sortir sur la formation professionnelle parce que sachez que la formation professionnelle est déjà co-gérée par les régions, le patronat et les syndicats. Il y a un budget de 30 milliards. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire sur cet élément et donc il peut sortir des éléments positifs, des avancées positives sur la question de la formation professionnelle qui est un élément absolument majeur de la question du chômage.
Merci beaucoup Jean-Louis, merci Mickaël. François Hollande a donc donné le coup d'envoi officiel de cette deuxième conférence sociale qui va donc débuter cet après-midi avec au programme 6 tables rondes ayant pour thème l'emploi, les retraites ou encore l'Europe. Chacune de ces tables rondes sera présidée par un ministre. Et puis demain, c'est Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qui prononcera le discours de clôture de cette grande conférence sociale et annoncera donc la feuille de route sociale de l'an 2 du quinquennat. Un discours que vous pourrez bien sûr suivre en direct demain à partir de 16h sur notre antenne. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires. Chaque année, 120 détenus se suicident. Certains ne supportent plus la vie en cellule, d'autres expriment leur remords, d'autres encore n'acceptent pas d'être en prison alors qu'ils sont innocents. La justice est trop souvent ressentie par ceux qui la subissent comme un enchaînement de décisions sur lesquelles ils n'ont aucune prise. C'est le prochain débat de Public Sénat. Comment faire obstacle